la Suisse n'a-t-elle pas de président? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui me brûle les lèvres depuis un petit moment déjà. Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas de président? Non, c'est pas vrai. Vous l'avez remarqué, dans l'actualité mondiale, on parle toujours du président américain, du président français, du président nanana, n'importe où. Mais la Suisse, ce petit pays au cœur de l'Europe, semble être l'exception qui confirme un petit peu la règle. Alors pourquoi ce pays connu pour ses banques, ses montagnes et sa neutralité refuse-t-il d'avoir un chef d'État unique? Certains pensent que c'est un secret bien gardé, une erreur de la Constitution ou même une simple tradition excentrique. La vérité est bien plus complexe et elle est au cœur de ce qui fait la démocratie suisse si spéciale. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du système helvétique et répondre à toutes les questions que tu t'es peut-être toi-même posées, comme par exemple qui dirige vraiment la Suisse, si ce n'est pas un président, comment et par qui est choisi ce que l'on appelle le président de la Confédération, qu'est-ce que le Conseil fédéral et comment ces 7 membres partagent-ils le pouvoir et surtout, pourquoi ce modèle est-il jugé plus stable et plus représentatif que le système présidentiel classique, tel qu'on peut le voir quand il y a un président. Alors accroche-toi car après cette vidéo tu ne regarderas plus jamais la Suisse de la même manière et si tu débarques ici pour la première fois, eh bien bienvenue à toi, moi c'est Lily, sache qu'ici on traite de sujets institutionnels et nous parlons essentiellement de la Suisse comme ici, mais pas seulement. Et si tu reviens régulièrement sur ma chaîne, abonne-toi pour me soutenir et mettre en avant mon contenu car c'est toi derrière l'écran qui fait la différence avec un clic ou un commentaire. Bref, on n'est pas là pour ça, retournons à notre sujet, c'est parti! Le président de la Confédération. Eh bien, contrairement à de nombreux autres pays, la Suisse n'a jamais été dirigée par une seule personne. Le pouvoir exécutif y repose sur un système collégial unique, le Conseil fédéral, composé de 7 membres qui exercent collectivement les fonctions de chef d'État et de gouvernement. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo de savoir ce qu'est le Conseil fédéral. Le président de la Confédération, considéré comme un primus inter pares, premier parmi ses pairs, ne dispose pas de pouvoir supplémentaire par rapport aux autres conseillers fédéraux. Il assume toutefois, par tradition, certaines tâches et fonctions spécifiques durant son année de présidence, tout en restant un membre à part entière de cet organe collégial. Quelles sont les conditions pour être le président de la Confédération? Eh bien, pour devenir président de la Confédération et donc de la Suisse, il faut dans un premier temps être membre du Conseil fédéral. Il n'y a donc pas d'élection directe par le peuple, ni de critères spécifiques supplémentaires liés à la présidence. La Constitution et les lois n'exigent pas non plus aucune compétence linguistique précise, comme par exemple parler les 4 langues officielles qui sont parlées dans le pays, ni diplôme particulier, ni formation spécifique pour accéder à cette fonction. En pratique, toutefois, les conseillers fédéraux et donc le président maîtrisent au moins 2 langues nationales. Le plus souvent, ça va être leur langue maternelle et une autre langue qui va être officielle. Donc souvent le français ou l'allemand. En revanche, la capacité à s'exprimer dans plusieurs langues est fortement valorisée forcément, car le président représente la Suisse à l'intérieur du pays, auprès des cantons et aussi à l'étranger. Le romanche, bien qu'il soit une langue nationale, n'est pas exigé et très rarement maîtrisé par les membres du Conseil fédéral. Après, à titre informatif, il n'y a qu'un seul canton où il le parle. Et il est petit. Observons maintenant ensemble le rôle du président de la Confédération et les missions qu'il est amené à exercer au cours de son année de présidence. Avant d'entrer plus en détail dans ses fonctions, je vais utiliser certains termes propres à la gouvernance suisse. Donc afin de mieux comprendre ce dont il sera question, je peux t'inviter à regarder cette vidéo qui complétera ce que je raconte là, dans laquelle je présente de manière simple le système politique helvétique. Donc le président ou la présidente de la Confédération est élu pour une durée d'1 an par l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire par le Conseil national et le Conseil des États réunis. Malgré son titre, il ne s'agit pas du chef de l'État au sens classique du terme. En Suisse, cette fonction est exercée, comme je te l'expliquais, collectivement par l'ensemble du Conseil fédéral, composé de 7 membres.
Donc il ne dispose pas plus de pouvoir que les autres conseillers fédéraux, mais il va assumer de temps en temps certaines responsabilités spécifiques. Il dirige par exemple les séances du Conseil fédéral, veille au bon déroulement des discussions et peut, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires lorsque le Conseil fédéral ne peut pas se réunir. En cas d'empêchement, ces tâches sont assurées par le vice-président du Conseil fédéral, qui est également élu par l'Assemblée fédérale. Durant son année de présidence, le président de la Confédération remplit aussi un important rôle de représentation. Il va par exemple prononcer traditionnellement les allocutions télévisées et radiophoniques du Nouvel An, de la fête du 1er août, accueille le corps diplomatique lors de la réception du Nouvel An au Palais fédéral et peut être amené à faire des voyages officiels à l'étranger. Il entretient par ailleurs des relations étroites avec les cantons. Donc lorsqu'il se rend à l'étranger, le président de la Confédération n'effectue pas une visite d'État au sens suisse du terme, puisque la Suisse n'a pas de chef d'État unique. On parle plutôt de visite présidentielle. Toutefois, du point de vue des pays étrangers, il peut être reçu comme les honneurs d'une visite d'État afin de pouvoir rencontrer les hautes autorités sur un pied d'égalité. En Suisse, en revanche, les visites d'État sont accueillies par l'ensemble du Conseil fédéral. Tu l'auras compris, je pense. Et si on répondait à la question de comment le président de la Confédération il est élu? Eh bien, chaque année, l'Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral un président de la Confédération ainsi qu'un vice-président du Conseil fédéral. Donc ces fonctions sont exercées pour une durée d'1 an et ne peuvent pas être renouvelées immédiatement l'année suivante. Selon une tradition bien établie que non inscrit dans la loi, l'élection suit généralement le principe de l'ancienneté. Donc les conseillers fédéraux accèdent à tour de rôle, d'abord à la vice-présidence, puis à la présidence au fil des années auxquelles ils sont présents. Les élections ont lieu lors de la session d'hiver. C'est un terme du Parlement qui signifie entre novembre et décembre, le mercredi de la 2e semaine. Le président et les vice-présidents sont élus l'un après l'autre au scrutin secret. Pour être élu, un membre du Conseil fédéral doit obtenir la majorité absolue. Les voix sont plus de la moitié des suffrages valablement exprimés. Le déroulement du vote est le suivant. Le président de l'Assemblée fédérale présente les candidatures et ensuite les parlementaires peuvent ensuite s'exprimer, puis les bulletins de vote sont distribués, récoltés et comptés. Une fois le dépouillement terminé, le résultat est annoncé de manière officielle. Après leur élection, le nouveau président de la Confédération ainsi que son vice-président sont accueillis dans la salle du Conseil national. Ils sont alors félicités, reçoivent des fleurs et participent à une photo officielle. Le président de la Confédération nouvellement élu prononce ensuite une courte allocution. La cérémonie se conclut par un apéritif organisé à son honneur au Palais du Parlement. Le Conseil fédéral. On ne peut pas réellement parler du président de la Confédération sans évoquer le Conseil fédéral. En effet, le président n'agit jamais seul. Il fait partie intégrante de cet organe collégial au sein duquel les décisions sont prises collectivement, comme je t'expliquais au préalable. Mais qu'est-ce que le Conseil fédéral? La première chose que je peux te dire, c'est qu'il constitue le pouvoir exécutif de la Suisse. Ensuite, il est composé de ses 7 membres élus par l'Assemblée fédérale, comme je te l'ai expliqué aussi avant, pour un mandat cette fois de 4 ans, donc les 7 personnes. Ces 7 personnes vont diriger ensemble les pays définissant les grandes orientations politiques et veillent à l'application des lois adoptées par le Parlement. Donc chaque conseiller fédéral est également à la tête d'un département, d'un dicaster équivalent d'un ministère, qui gère un domaine spécifique comme par exemple les affaires étrangères, l'économie, la défense et d'autres. Leur rôle est double, diriger leur département et participer aux décisions du collège. Donc tout repose sur le principe de collégialité. C'est le concept fondamental. Les 7 conseillers fédéraux sont égaux en droit et prennent toutes les décisions importantes ensemble. Une fois qu'une décision a été prise à la majorité, chaque membre, même s'il était initialement en désaccord, est tenu de défendre publiquement cette idée. C'est la règle de la collégialité qui assure une voix unie
du gouvernement. Le Conseil fédéral assume à la fois le rôle de chef d'État et aussi de gouvernement. Il représente la Suisse à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, conduit la politique étrangère, assure la sécurité nationale et gère les affaires courantes de la Confédération. Son fonctionnement repose sur le principe de la collégialité, même si les opinions peuvent diverger lors des discussions, ce sont 7 personnes différentes. Les décisions prises sont ensuite défendues ensemble. Ainsi, le président de la Confédération n'est pas un chef au-dessus des autres, mais c'est un membre du Conseil fédéral qui assume pour une année des responsabilités un peu diverses et supplémentaires que je t'ai citées avant, tout en restant l'égal de ses collègues. La deuxième question qui me vient à l'esprit est comment se compose le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral est composé donc de 7 membres élus, ça on l'a compris, par l'Assemblée fédérale pour un mandat de 4 ans. Ok, on l'a assimilé, mais contrairement à de nombreux autres pays, les conseillers fédéraux ne représentent pas officiellement leur parti une fois élus. Ils sont tenus de gouverner dans l'intérêt de l'ensemble du pays selon le principe de la collégialité. Tous les partis politiques ne sont pas automatiquement représentés au Conseil fédéral. En pratique, ce sont généralement les partis qui vont être les plus importantes au Parlement qui y siègent. Depuis plusieurs décennies, la composition du Conseil fédéral repose sur un accord politique qui est assez informel, appelé la formule magique. Celle-ci, elle vise à assurer une représentation équilibrée des principales forces politiques du pays, donc des partis, afin de refléter au mieux la diversité des opinions présentes en Suisse. Toujours dans ce souci d'être au plus proche de son peuple. Cette répartition n'est toutefois pas inscrite dans la loi et peut évoluer avec le temps et aussi en fonction des résultats électoraux et des rapports de force au Parlement, certes. Ainsi, certains partis peuvent gagner ou perdre un siège au Conseil fédéral. Par conséquent, je peux vous dire que cette formule, bien que n'étant plus très appliquée de manière rigide, visait historiquement à refléter les 4 principaux partis politiques du pays proportionnellement à leur poids électoral. Cela assurait qu'une grande majorité de l'électorat se sente représenté aussi au gouvernement. Outre l'équilibre politique, d'autres critères sont traditionnellement pris en compte lors de l'élection des conseillers fédéraux, comme par exemple la représentation des différentes régions linguistiques, l'Allemagne, les Français, les Italiens, des cantons ou encore de plus en plus l'équilibre entre les hommes et les femmes. Cette inclusion des minorités est essentielle à l'unité du pays. En résumé, le Conseil fédéral n'est pas composé de représentants de tous les partis, mais il cherche à refléter un équilibre politique, régional, linguistique, afin d'assurer une gouvernance stable et consensuelle. Comment sont élus les 7 dirigeants et quel est le rôle du Parlement? Si le pouvoir n'est pas concentré dans les mains d'un seul président élu par le peuple, cela signifie que le processus d'élection de ces 7 chefs d'État est fondamentalement différent. En Suisse, l'exécutif est choisi par le législatif, donc ce n'est pas le peuple. En effet, le pouvoir d'élire le Conseil fédéral appartient à l'Assemblée fédérale, qui est un peu le Parlement suisse. Et comme je te le disais, c'est aussi le pouvoir législatif qui élit le pouvoir exécutif, ce qui est une caractéristique clé du système parlementaire suisse, le Parlement bicaméral. Et le nom qui est donné à l'Assemblée fédérale, qui est composée de principalement 2 chambres, toutes 2 égales en droit. Donc vous avez le Conseil national d'un côté qui représente le peuple suisse avec 200 députés répartis en fonction de la population des cantons. Et vous avez le Conseil d'État qui représente lui à son tour les cantons avec 46 sénateurs au total. Donc chaque canton va avoir 2 représentants indépendamment de leur taille. C'est vraiment en fonction du canton. C'est l'Assemblée fédérale ensemble réunie par tous les membres que je viens de vous citer, soit les 246 membres des 2 chambres ensemble, qui vont procéder à l'élection de ces 7 conseillers fédéraux. L'élection du Conseil fédéral n'est pas une simple formalité, c'est un moment politique
relativement majeur. L'élection intégrale du Conseil fédéral a lieu tous les 4 ans, donc ça tu l'as compris, après les élections législatives, soit après l'élection des 2 chambres que je viens de te citer du Parlement. Ensuite, les 7 sièges sont attribués un par un au scrutin majoritaire. Les candidats qui obtiennent la majorité absolue des voix sont élus. Ainsi, lorsqu'un conseiller fédéral en exercice se représente, il est presque toujours réélu. Cette stabilité s'explique avant tout par la confiance que le Parlement accorde au travail qu'il a accompli durant son mandat. En effet, un conseiller fédéral sortant est une personnalité connue dont l'expérience, les compétences et la capacité à gouverner collégialement ont déjà été éprouvées. Le fait d'avoir exercé la fonction permet également aux parlementaires d'évaluer concrètement son engagement, sa gestion de son département et sa manière de représenter les intérêts du pays. Mais ça, c'est aussi valable à l'échelle de la commune. Cette connaissance approfondie réduit l'incertitude liée à l'élection d'une nouvelle personne et favorise la continuité au sein du Conseil fédéral. Ainsi, les fédéraux peuvent continuer leur mandat tranquillement. Ainsi, la réélection d'un conseiller fédéral repose moins sur une logique partisane que sur la reconnaissance du travail accompli, mais sur la confiance acquise au fil du temps. Et ça, c'est vraiment à toutes les échelles de la même manière. Et pour finir, je peux vous dire que les candidatures proviennent traditionnellement des partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale. Les partis présentent généralement des candidats qui remplissent les critères de la concordance, donc représentation des partis, des régions, des langues, des minorités, autres. Je vais vous expliquer la différence entre la démocratie de concordance que je viens de vous parler et la démocratie de compétition. Donc, le système d'élection du Conseil fédéral est ce qui définit la démocratie de concordance suisse, par opposition à la démocratie de compétition que l'on trouve dans un système présidentiel comme en France par exemple. Caractéristique, démocratie de concordance suisse. L'objectif, le consensus, tous les grands partis collaborent au gouvernement. Gouvernement, large coalition des partis, stabilité très élevée. Les politiques évoluent lentement. Caractéristiques, démocratie de compétition présidentielle. Alors l'objectif de la compétition, c'est un parti qui gagne et prend tout le pouvoir. Gouvernement majorité contre opposition. Stabilité peut être élevée mais provoque des changements brusques de politique. Le Parlement choisit délibérément un gouvernement qui n'est pas seulement issu du parti le plus fort mais qui représente une large coalition des forces politiques. Cela garantit que les lois et les décisions de l'exécutif bénéficient d'un soutien maximal au sein du Parlement et par conséquent auprès de la population. La lenteur, gage de stabilité, ce modèle est la raison pour laquelle la Suisse n'a pas besoin d'un président fort et charismatique. Donc les crises politiques où le gouvernement et le Parlement sont en opposition totale sont rares car le gouvernement est issu des principaux partis du Parlement. Par conséquent, les décisions sont le fruit de longs compromis entre ces 7 membres, forçant une approche mesurée. C'est lent, certes, mais c'est l'assurance d'une stabilité politique qui est inégalée. Mais tout ce système, aussi structuré et stable soit-il, soulève une question essentielle. Si le Conseil fédéral gouverne de manière collégiale et que le président de la Confédération n'est pas un chef d'État au sens classique, eh bien, où se situe réellement le pouvoir en Suisse ? La réponse se trouve dans un élément fondamental du système politique helvétique qui est la démocratie directe. En Suisse, le peuple ne se contente pas d'élire ses représentants, il participe directement aux décisions politiques en votant régulièrement sur des lois, des révisions constitutionnelles ou encore des initiatives populaires auxquelles il est acteur. Ce pouvoir accordé aux citoyens et citoyennes équilibre l'action du Conseil fédéral et du Parlement et constitue l'un des piliers de la stabilité politique du pays. Ainsi, le président de la Confédération, le Conseil fédéral et le Parlement ne forment pas une hiérarchie classique mais plutôt un système fondé sur un équilibre, une collégialité et aussi la confiance. En Suisse, le pouvoir n'est jamais concentré entre les mains que d'une seule personne. Il est partagé entre les institutions et surtout
et surtout avec le peuple. Si ce fonctionnement particulier t'intrigue et que tu veux mieux comprendre comment la démocratie directe permet aux citoyennes et citoyens d'influencer concrètement les décisions politiques dans leur propre pays, alors reste connecté parce que c'est précisément ce que nous allons explorer dans une prochaine vidéo que je vais vous préparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, si elle t'a plu, partage-la autour de toi et à très bientôt pour continuer à décrypter ensemble le système politique suisse. Merci beaucoup et à très vite. Ciao! Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Eh bien, chaque année, le vice-président, il décide la capacité... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Allez, vous vous maniez le tronc maintenant. Alors, de prix et comme de son peuple. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Linguistique ne contente et 200 députés durant son mandat. Voilà. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça?